Hello Domiti. Salut Sandra. Bienvenue dans le wagon bar. On est très bien dans ton wagon bar, il est très chouette ton wagon bar. On est très cosy et on a eu une information hier qu'a priori le rose était, c'était quoi déjà, la couleur la plus qui permettait d'être le plus posé, de se sentir le plus confortable et on ne le savait pas. Mais... Écoute, ça fonctionne. Voilà, on est bien. Jusqu'ici tout va bien. Tu es bien? Très Nous sommes bien, alors on peut y aller. Domiti, peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Domiti Kiger, j'ai été championne du monde de parachutisme. Depuis une dizaine d'années, j'organise des records du monde de grandes formations. Ça consiste à faire le puzzle humain le plus grand en plein ciel. Ah, c'est ça que vous faites? Ouais, on construit en gros une figure, tous accrochés les uns aux autres. Et battre un record, ça veut dire construire une figure plus grosse que celle qui a été construite la dernière fois. Waouh. Donc ça m'a occupée à plein temps. Ça a été ma vie et ma profession à plein temps pendant une quinzaine d'années. Et puis depuis... 6-7 ans maintenant, j'ai fait des pas de côté dans l'entrepreneuriat tout en continuant à sauter beaucoup et un peu partout sur la planète. Et t'as commencé à quel âge alors le parachutisme? Premier saut à 15 ans. Parce que c'est l'âge minimum. J'avais 12 ans la première fois que j'ai demandé à mes parents si je pouvais aller essayer. Ah ouais, t'en pouvais plus quoi, t'étais déjà là à 6 ans, 12, l'année où ça m'est venu. Mes parents n'y connaissant rien, ils m'ont emmené sur le centre de para le plus proche de là où on était à l'époque. Et là, ils m'ont vu arriver avec un sourire en coin, les moniteurs, ils m'ont gentiment tapoté sur la tête en me disant « Tu es trop petite !» Ah bon? Reviens dans 3 ans. Et mes parents ont dû se dire à ce moment-là que ça allait sûrement me passer comme idée bizarre. Et loin de me passer, ça a plutôt renforcé le désir, je pense, ce nom. Et donc, j'ai continué de tanner mes parents. Et pour mon anniversaire de 15 ans, ils m'ont offert un tandem. Mais d'où ça t'est venu alors, cette obsession, enfin, ce désir de faire du parachute? Écoute, il y a une partie de souvenirs et puis tu te demandes toujours quelle est la part de reconstruction parce que mes 12 ans, ça commence à dater un peu, j'en ai 40 là. Mais quand j'étais gamine, j'ai toujours été assez obsessionnelle dans mes passions et dans mes amours. Et quand j'étais toute petite, je faisais du poney, l'équitation, la passion poney. Quand plein de gamines, j'ai des posters de poney dans ma chambre. C'était genre toute ma vie. Et l'été de mes 12 ans, ma mère m'a demandé si j'avais pas envie d'essayer un autre sport, une autre activité, de faire autre chose pour voir si ça me plaisait aussi. Et du haut de mes 12 balais, je me suis dit, avec les poneys, je fais un truc sur la terre. Tu vois, je maîtrise l'élémentaire. Et du coup, j'ai eu envie d'essayer un truc dans l'eau et un truc dans l'air. Donc, j'ai répondu à ma mère, j'aimerais bien essayer la plongée sous-marine et le parachute. Attends, mais c'est fou quand même, ces idées-là, à cet âge-là. Ouais, alors pourquoi ces deux sports-là? Parce que des sports d'eau et des sports d'air, il y en a plein d'autres. Oui. Je t'avoue, je me rappelle pas vraiment ma réflexion de l'époque. A posteriori, je me dis que ce que ça a en commun, c'est que ton corps est directement immergé dans l'élément. T'es pas sur un bateau, t'es pas sur une planche, t'es pas dans un avion, t'es sous une voile au bout d'un moment, mais t'as quand même toute la partie chute libre. Pour ces deux sports, t'as le corps directement dans l'eau, directement dans l'air. Je pense que c'est ça que j'avais envie de connaître, de goûter, quoi. Et donc du coup je me suis fait refouler à 12 ans du club de parachutisme parce qu'en France c'est 15 ans. Par contre on m'a accueilli au club de plongée parce qu'à 12 ans tu peux faire ton premier niveau de ton baptême et ton premier niveau de plongée. Donc j'ai fait ça l'été de mes 12, 13 et 14, j'ai fait beaucoup de plongée en plus du poney. Et puis l'été de mes 15 ans, enfin j'ai pu aller sauter. Et t'as donc ajouté le parachutisme au poney, à la plongée et en plus de ça tu commençais le Oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais comment tu aurais le temps de faire tout ça? Quand t'es à l'école, t'as quand même pas mal de vacances. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, oui. Mais moi, j'étais en mode, je veux jouer avec mes copains et mes copines, tu vois. Ouais. Moi, j'avais pas beaucoup de copains et de copines à l'école. Je pense que c'était aussi un des moteurs. Je m'étais rendu compte, grâce à l'équitation, que dans le sport, j'arrivais vachement plus facilement à me faire des potes qu'à l'école. Que la passion commune et que l'activité en commun m'aidait à tisser des liens que j'avais vraiment du mal à tisser dans un contexte scolaire. Je pense que c'était aussi un des moteurs et le besoin d'appartenance à un groupe qui a motivé non seulement ses envies au départ, mais qui m'a gardé vraiment fortement dans ces activités-là après. Petit à petit, alors les quelques premières années, tu vois, de 15 à 18, j'ai pas beaucoup sauté parce que j'avais pas de thunes. Et donc, au tout début, mon tandem, c'est mes parents qui me l'ont offert. Le brevet de base que j'ai fait l'année d'après, l'année de mes 16 ans, où tu fais 7 sauts, je me le suis payé en bossant pendant un mois, le mois de juillet, pour faire des pizzas. Et puis, j'ai tout dépensé au mois d'août en une semaine pour faire ma PAC. Ah, t'étais déter, hein. Et puis, l'été d'après, je me suis embauchée directement sur le centre de parachutisme.
Et au début, je tenais la buvette, après je pliais les parachutes des autres, mais en gros, je tradais mon taf contre des sauts, quoi. Mais du coup, c'était que pendant les vacances, donc je sautais pas énormément, parce que le reste de l'année, j'allais à l'école, puis ensuite au lycée, ensuite à la fac. Et voilà, j'avais du temps que pendant les vacances et pas trop de sous, donc ça a pris du temps à décoller. Carrément, mais en tout cas, tu étais hyper déterminée. Enfin, tu as tout fait pour accéder à cet environnement et pouvoir vraiment réaliser ce désir, ce rêve. T'as pas lâché, quoi. Non, mais c'était très évident. C'est fou. J'avais vraiment envie de faire ça. J'avais assez rapidement compris que le meilleur moyen de faire ça, c'était de travailler dans le milieu, même si c'était des saisons d'été. En plus, il y avait un côté super... Moi, à l'époque, je trouvais ça super classe de faire des saisons d'été. Tu vois, j'avais 16-17 ans, je me prenais pour une adulte, j'avais ma petite indépendance. J'étais très tu gagnes ton propre argent. Ouais. C'était satisfaisant. Et puis, l'environnement me plaisait. Les gens étaient tous plus âgés que moi et ça m'allait très bien aussi. Je suis tombée amoureuse du sport en même temps que de la communauté et ça s'est jamais démenti en 25 ans. Ah, c'est dingue. Et comment t'expliques alors que d'un point de vue scolaire, tu te sentais pas forcément à ta place? Pourquoi ça fitait pas? Pourquoi t'arrivais pas à tisser des liens comme t'as réussi dans le sport? Je sais pas trop. Je pense qu'il y a une question tu vois, dans le sport, il y a une question de choix. Donc quelque chose qui correspond, c'est toi qui l'as choisi, ça te correspond à toi plus personnellement que l'école où tu es dans un grand bain avec des gens qui s'intéressent pas forcément aux mêmes choses que toi. Je sais pas, ça fait encore un peu partie des zones de ma vie que j'ai pas forcément analysé en profondeur. Pourquoi j'étais nulle pour me faire des potes à l'époque, alors qu'aujourd'hui je suis trop balèze pour me faire des potes. J'ai vachement progressé sur ce sujet. C'est marrant. Ouais. Et t'en avais conscience? Enfin, c'est quelque chose qui te posait un problème ou tu t'en fichais? Non, si j'en avais conscience, c'était pas facile. Ouais. J'avais 2-3 copines quand même. J'étais pas genre toute seule, mais il y a eu des phases, surtout au primaire et au collège, où j'avais envie de faire partie de la bande et je faisais pas partie de la bande très clairement, quoi. Donc du coup, je suis allée faire une autre bande. Bah oui, franchement, trop bonne idée. Ouais, ça marche. Carrément, t'as créé ta propre bande et c'est un peu ce que tu continues à faire aujourd'hui avec tes sauts dans le ciel à plusieurs. C'est dingue, tu vois. Ouais. Et tu sais, il y a souvent, moi j'aime beaucoup, on fait souvent le rapport entre ce que t'as vécu, tu vois, dans l'enfance, etc. et ce que tu fais aujourd'hui. Il y a toujours un lien, il y a toujours une explication, tu vois. Et peut-être même que le fait de sauter dans l'air libre, tu vois. Enfin, moi je sais qu'en yoga, rien à voir avec ce que tu fais, hein. Mais en yoga, j'adore les postures où comme elle dit, ma prof de yoga, elle dit tu adores t'envoyer en l'air, mais en yoga, et me jeter dans le vide. Tu vois, la posture où tu montes tes jambes et après il y a ce moment d'élan. Exactement. Et je sais que c'est pas, enfin, potentiellement, c'est aussi parce que dans ma vie, tu vois, j'ai du mal à lâcher prise, j'aime bien avoir le contrôle sur tout, etc. Et c'est un peu ma soupape de hop, c'est le moment où je me jette dans le vide, tu vois. Est-ce que toi, t'as un peu fait ce basculement, une analyse un peu de ce genre-là? Écoute, moi, je pense pas que ce soit tout à fait lié à ça, parce que très jeune, j'ai eu cette appétence et cette capacité à me jeter dans le vide, à lâcher prise, à faire des choses. Je pense que ça, tu vois, de la même façon que cette envie de sauter, de faire du parachutisme, comme de découvrir la plongée, ça provenait de cette envie de connaître le plus exhaustivement possible le genre d'expérience que tu pouvais vivre. Alors là, c'était d'un point de vue des éléments, mais c'est pour ça que j'ai adoré lire très jeune et que j'aime toujours autant lire. Tu vois, c'est vraiment essayer de comprendre et de connaître de la façon la plus complète possible ce que ça pouvait vouloir dire de vivre sur Terre. Et c'est hyper deep. Toujours ce qui me motive aujourd'hui. J'ai une vie... moi qui me plaît beaucoup, mais qui est pas très bien rangée. J'ai fait plein de trucs. J'ai énormément voyagé. Tu vois, j'ai vraiment un panel d'expériences qui est large et ça continue de motiver mes décisions et mes choix aujourd'hui. Comment est-ce que je peux continuer à essayer de connaître le plus exhaustivement possible l'expérience humaine? C'est dingue. Et qu'est-ce que tu as appris alors pendant toutes ces années on a combien de temps? On a 1 heure. Allez, plus que 50 minutes. Dépêchez-vous. Je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment et c'est un exercice. Alors, ça tourne autour plutôt de la notion de risque. Trop bien. Mais forcément, ça explore ces aspects-là et c'est un exercice d'introspection super intéressant, justement, d'essayer de comprendre ce qui a motivé les choix, les moments charnières de vie et ce que t'en as retenu. C'est un exercice qui est pas simple et qui est difficile à résumer en quelques mots. Bien sûr. Déjà, en 100 000 mots, c'est pas facile. Bah oui.
Mais en tout cas, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que ça me convient à moi. Mais j'ai parfaitement conscience que c'est pas l'unique façon de vivre sa vie et que c'est pas forcément une motivation qui convient ou qui intéresse tout le monde. Et c'est tout à fait respectable aussi. J'essaie toujours de prendre ces précautions-là. Quand moi je partage ce point de vue, c'est pas une exhortation à dire à tout le monde il faut aller sauter d'un avion, il faut aller faire ci, faire ça, il faut aller dans 70 pays. L'idée, c'est que chacun chemine sur une route qui lui permet de savoir ce qui lui plaît à lui et ce qui le rend heureux à lui. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de multiplier les expériences et de prendre plein de domaines différents. Ouais. Ah, c'est fou. Et du coup, quelles sont les expériences que tu as vécues ? Tu parles de 70 pays, tu as visité 70 pays ? Je pense que j'ai été dans même plus que ça, peut-être à peu près 75 pays peut-être. J'ai dû sauter dans une 50aine. J'ai vécu dans 3-4. Ce que j'en retiens, c'est un amour du monde, je pense. Une incompréhension profonde de pourquoi est-ce que tant de gens se foutent sur la gueule aussi intensément. Parce qu'en vrai, on est quand même vachement plus similaires qu'on ne peut le croire. Et nos différences, elles sont chouettes, elles sont intéressantes, plus que dangereuses. Bon, en tout cas, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai commencé à voyager assez jeune. J'avais une super tradition quand j'étais à l'école. Après chaque diplôme, je prenais une année sabbatique. Non ? Ouais. J'avais passé mon bac avec un tout petit peu d'avance. Et du coup, après mon bac, je suis partie aux États-Unis. J'étais vers Los Angeles dans une université américaine. Mais trop bien. Pour perfectionner mon anglais. Ce qui s'est avéré vachement pratique dans le reste de ma vie derrière, parce que être bilingue en anglais m'a beaucoup servi. Bah ouais, tu m'étonnes. Ensuite, je suis rentrée en France, j'ai fait un DUG. On faisait des DUG à l'époque, un DUG d'histoire. Après mon DUG, je suis partie 6 mois au Gabon, 6 mois en Inde. Au Gabon, je faisais à mi-temps, j'étais pionne au lycée français de Libreville et le reste du temps, j'étais bénévole dans une petite école maternelle. Un plan que j'avais trouvé un peu à l'arrache via des bonnes sœurs parisiennes. Improbable. Ouais, improbable. Et les 6 mois en Inde, j'étais l'assistante d'une artiste peintre française qui s'appelle Nadine Leprince, qui faisait de la peinture en trompe-l'œil. Et qui avait racheté pendant une espèce de toute petite courte période où en Inde les étrangers avaient pu acheter du bien foncier, qui avait acheté une Haveli, c'est ces grandes maisons sur la route de la soie, là c'est dans le désert du Thar, donc tu vas vers Jaipur dans le Rajasthan, dans ce coin-là. Des maisons qui tombent complètement en ruine parce que le business, ça fait une petite centaine d'années qu'il se fait plus à dos de caravane, donc les riches marchands, les castes marchandes qui étaient propriétaires de ces maisons-là sont partis à Mumbai, à Delhi. Et donc elle a racheté ça, elle l'a complètement retapé et elle en a fait un centre culturel franco-indien où elle peignait la moitié de l'année, où elle exposait des artistes français et indiens. Et donc elle recrutait par tranche de 6 mois des étudiants français, alors en histoire de l'art, en sciences humaines. Et moi je me suis retrouvée à partir faire ça pendant 6 mois, c'était absolument génial. Et comment t'as trouvé ce plan-là ? Grâce à un chargé de TD à la Sorbonne, où justement je préparais mon année. À la base, je devais partir toute l'année au Gabon parce que mon chéri de l'époque venait de trouver un taf au Gabon. Et donc, je voulais le suivre pendant 1 an. Et en discutant avec un chargé de TD de qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je fais ma 3e année par correspondance et tout ? Il me dit écoute, la Sorbonne, ça fait 800 ans qu'elle est là, elle sera là l'année prochaine, prends ton année. Et il me dit c'est dommage, tu partes toute l'année au Gabon. Moi, on vient de me proposer ce plan-là, mais je suis en train de finir ma thèse, je peux pas y aller. Et là, quand il a dit Inde, j'ai fait pardon, dis-moi en plus. Moi, pour la petite histoire, un de mes middle names, c'est Lakshmi. J'ai un nom, déjà, Domiti qui gère, je crois qu'il n'y en a pas 2 dans le monde avec un prénom et un nom comme ça. Mais juste pour être sûr, mes parents, ils ont balancé Marie-Gabrielle, Juliette et Lakshmi au milieu. Et donc Lakshmi, mon dernier prénom est un prénom indien parce que mon père adore l'Inde, a beaucoup voyagé en Inde. Moi, j'ai grandi dans un appartement à Paris où il y avait plein d'art indien, d'iconographie indienne. Donc c'était, dans mon imaginaire de petite fille, c'était un endroit où je savais qu'un jour j'irais. Mais je savais pas encore comment. Et quand ce fameux chargé de TD a prononcé le mot magique, je lui ai dit attends, raconte-moi ton plan. Ouais, je veux y aller, c'est un signe. Et donc il m'a filé le numéro de téléphone de la fameuse peintre et je l'ai rencontrée à Paris dans son atelier près du Luxembourg et ça a bien matché et du coup elle m'a prise. J'adore. Ouais, donc comment t'as vécu ce voyage en Inde ? Moi, c'est un pays qui m'intrigue autant qu'il me fait peur. Ouais, c'est un pays qui ne peut pas te laisser indifférent. Tu peux pas y aller en disant ouais, ça m'a pas fait grand chose. Soit tu vas être profondément bouleversé en bien ou en mal, mais il y a peu de chances que ça te fasse rien. Moi, j'ai vraiment adoré le fait d'être en plus dans une forme de sédentarité quand même, puisque sur les 6 mois, j'avais le droit de prendre 2 jours par semaine off. Donc en fait, j'ai bossé tous les jours pendant 5 mois et puis j'ai pris 1 mois, grosso modo, à la fin pour aller bourlinguer un peu. Et donc d'être posé quelque part, d'avoir le temps de connaître les gens, de devenir ami avec des gens de mon âge. J'avais 20 ans.
grosso modo, de m'intégrer en fait un petit peu dans c'était un patelin, hein, il y avait peut-être 70 000 habitants pour l'Inde, c'est un tout petit village. Ça m'a vraiment permis d'avoir accès justement à cette altérité de façon directe et plus profonde que juste quand t'es avec ton sac à dos et que tu vas d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse à fréquenter que des occidentaux, quoi. Donc c'était vraiment très très chouette. Je crois qu'une des conversations qui m'a le plus marqué là-bas, j'étais pote avec trois frères qui habitaient la maison d'à côté. Et le soir, souvent, ils m'emmenaient à 3 ou 4 sur les motos. Oh là là, bah oui, juste à l'extérieur de la ville. Leur famille, elles avaient une espèce de petite... Alors, ils avaient une espèce de terrain avec une hutte et puis quelques chameaux, quelques chèvres. Et on allait souvent le soir passer du temps là-bas. Et on se faisait du chai et on fumait des chilums et on rigolait bien. et eux, ils étaient complètement épaté qu'une gamine de 20 ans sans supervision paternelle soit aussi loin de chez elle avec en gros pas d'homme pour surveiller ce qu'elle faisait. Bah oui, quoi. Bah bien sûr. Ils hallucinaient complètement, mais ils disaient t'as une liberté qui est dingue, qui est incroyable. Et ils disaient, franchement, on aimerait bien avoir autant de liberté que toi parce que nous, pour le coup, on est hyper surveillés, on est, en fonction de la caste dans laquelle tu nais, là, tu dois reprendre le business familial, tu dois épouser quelqu'un dans ta caste que tes parents choisissent pour toi. Donc, tu vois, cette notion de liberté, pour eux, elle était incroyable. Et à l'inverse, je sais pas où, mais ils avaient entendu parler des maisons de retraite. Et ils me disaient, est-ce que c'est vrai que vos parents, vous les mettez dans des maisons de retraite et que vous vous en occupez pas? On les abandonne totalement. Et j'étais là, ouais, c'est vrai que ça existe, ouais. It's a thing. Et du coup, tu vois, il me disait, toi, quand tu seras vieille, genre quand tu auras 50 ans, tu n'auras qu'à revenir en Inde, on s'occupera de toi quand tes enfants ils t'auront abandonné. Mais donc, tu vois, il y avait cette mise en perspective du fait qu'ils étaient hyper impressionnés par la liberté que j'avais, mais qu'en même temps, ils trouvaient terrible le manque de soutien aux parents, aux personnes âgées. Et j'avais jamais vraiment réfléchi à ça dans ces termes-là jusqu'à ce que j'ai cette conversation avec eux. Et je me suis dit, on est très libre, mais on est très individualiste. Exactement. On a les défauts de nos qualités, les qualités de nos défauts, les avantages de nos inconvénients. Et c'est vrai à l'échelle humaine comme ça l'est à l'échelle d'une société, en fait. Mais c'est vrai que, tu vois, se l'entendre dire de façon aussi cash, directe et simple. Et c'est quelque chose qui m'a, tu vois, c'était il y a 20 ans et je me rappelle très très bien de cette conversation. C'est hyper intéressant, j'avais jamais regardé dans ce sens-là non plus, tu vois. Mais oui, c'est vrai, on a, comme tu dis, les défauts de nos qualités. C'est tout à fait vrai. Et toi, du coup, si je comprends bien, t'étais un peu peur de rien, quoi. Ouais, j'ai toujours été un peu peur de rien, ouais. Parce que moi, mon surnom, c'était peur de tout. C'est pour ça que je te dis ça. On aurait fallu qu'on se rencontre plus tôt, tu m'aurais sûrement fait du bien et vice-versa. Ma grande sœur, c'était peur de rien. T'avais peur de rien et peur de tout. Ouais. Mais du coup, de se faire appeler peur de tout toute ton enfance, ça aide pas non plus, tu vois. Tu m'étonnes, en mode prophétie autoréalisatrice. D'ailleurs, j'ai fait une conférence TED là-dessus où je commence par dire mon surnom était peur de tout. Ouais. Et en fait, ça a vachement drivé ma vie pendant des années, tu vois. Et moi, quand je vois ça, je me dis, putain, j'aimerais bien avoir de nouveaux 20 ans et ne pas être peur de tout et faire des trucs... Alors, j'ai osé faire des choses, tu vois, mais être encore plus libre et encore plus peur de rien, tu vois. Ouais. Parce que quand je vois tout ce que t'as fait, tu vois, je suis jamais partie seule. C'est con, mais c'est un truc que j'aurais aimé... Enfin, si, je suis partie seule aux États-Unis pour mes études ou à Londres pour faire un stage, mais c'est pas partir en Inde toute seule ou en Asie toute seule. J'aurais bien aimé tester ça, tu vois. C'était une très belle expérience et tu vois, moi je pense qu'à l'inverse, en termes de prophétie autoréalisatrice, tu as un concept en psychologie en sociologie, je sais plus, qui s'appelle l'effet Pygmalion. Oui, bien sûr. J'imagine que tu es familière avec ça, qui est l'effet que peut avoir une personne en position d'autorité, donc ça peut être un parent, un prof, un manager, un boss. La façon dont ces personnes-là vont s'adresser aux gens qu'ils ont sous leur responsabilité va avoir un impact direct sur leur performance, sur leur évolution. Et moi, j'ai eu une éducation avec des parents relativement stricts sous certains aspects. Tu vois, c'était pas, je faisais pas ce que je voulais, il fallait que je sois à la maison à telle heure, que je fasse mes devoirs et que, c'était pas du tout une éducation complètement à la cool. Mais par contre, ils m'ont toujours encouragée à faire ce que j'avais envie de faire,
Il y avait juste une exigence un peu de s'appliquer, mais je pouvais faire ce que je voulais, en gros. Ils m'ont toujours soutenu. Et c'est génial. quand je leur ai dit que j'allais faire ma vie et mon métier dans le parachutisme, c'était pas franchement ce qu'ils avaient prévu pour moi, quoi, à la base. Hein, ouais. Ils ont jamais fait un genre de sport dans leur vie. C'est un univers qu'ils connaissaient pas. En plus, c'est un univers qui peut faire peur, tu vois. Il y a quand même des dangers. Même si le parachutisme est vachement moins dangereux que l'image qu'on peut en avoir, on peut y revenir. Mais voilà, c'est quand même un peu inquiétant, je pense, pour des parents de se dire c'est pas le sport le plus. En même temps, l'équitation, c'était plus dangereux en vrai. Mais bon, bref. C'est vrai que c'est hyper dangereux l'équitation. Ouais. Mais ils m'ont toujours dit que j'étais capable de faire ce que je voulais. T'en fais confiance. Et ouais. C'est rare ça, que les parents fassent confiance aux enfants. Au contraire, ils remettent en question les choix, ils dirigent. Ah, mais tu devrais plutôt faire ça, hein, tu verras, c'est super, ça t'ouvrira toutes les portes. Hein, on connaît bien ça aussi. Ouais. Donc non, même s'il y avait évidemment, ils ont évoqué des chemins qui leur paraissaient peut-être plus sûrs ou plus intéressants. Ils m'ont jamais forcé et ils m'ont jamais. Ils m'ont toujours encouragé et donné confiance en moi. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et tu vois, moi aujourd'hui, là, 6 mois enceinte. Oui, j'allais te poser la question. C'est de l'autre côté de la barrière en me disant, bon, ben là, je vais élever une petite fille. Qui va partir en Inde toute seule à 20 ans. Non. Bah, tu vois, l'écriture de mon bouquin, elle commence un peu par ça, justement, ce questionnement autour du risque et les risques que moi j'ai pris et ceux que je me sens prête à laisser prendre à une des personnes que tu vas le plus aimer au monde, ton enfant. Tu le vis pas du tout de la même façon, en fait. Moi, j'ai un pote qui m'a dit il y a pas longtemps, quand je lui ai annoncé ma grossesse, il va faire, tu vas enfin découvrir ce que c'est que d'avoir peur. Ouais. J'ai ri jaune. Tu vois, t'es vraiment peur de rien, quoi. C'est vrai. Ah bah oui, bien sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est que toi, déjà, t'as pris des risques, donc tu sais ce que c'est de prendre des risques et que c'est pas forcément négatif, alors que les gens qui sont restés dans une bulle de sécurité toute leur vie, ils en ont vraiment peur parce que c'est l'inconnu. Toi, c'est pas l'inconnu, mais tu connais les dangers, t'as conscience quand même. Mais je trouve que ça va être intéressant ta posture avec ta fille. Tout à l'heure, tu parlais du coup, là, à l'instant, des dangers du parachutisme. Moi, il y a un truc que je veux faire depuis longtemps et que je suis à 2 doigts d'annuler. Je suis censée faire un baptême de parapente. Alors, c'est sûrement un truc qui est peanuts pour toi. Et je te jure, ça m'obsède. Genre, la date approche, c'est le 26 juillet. Ouais. Et j'y arrive pas et j'y pense, j'ai une boule au ventre. Je me dis non, mais en fait, je veux pas parce que j'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Tu vois, et je pense que c'est ce truc d'ancrage, de peur de tout qui me revient à la gueule. Ouais. Alors, je sais pas quels sont les dangers réels de faire ça. Un baptême en parapente, le danger est vraiment minime. Après, moi, j'y connais pas grand-chose en parapente. C'est une discipline qui est différente de la mienne, qui se pratique. Tu vas faire ça en montagne, j'imagine. Ouais, en montagne, ouais. Pseudo-montagne. Bon, généralement, tout ce qui est baptême... je veux peut-être pas le faire, hein. Tu sais. Tu vas pas le faire. Ouais. Alors, je veux pas m'avancer sur un sport que je connais mal, mais il y a quand même... je pense que l'accidentologie, elle doit quand même être vachement réduite pour un tandem en parapente. Donc, en réalité, tu risques pas grand-chose. Je sais qu'en parachutisme, par exemple, un tandem en parachutisme, donc un peu le même concept, sauf que ça dure moins longtemps et c'est pas tout à fait le même genre d'exercice, mais l'accidentologie, elle est très, très, très limitée. Il n'y a jamais eu de mort en France. L'accidentologie, c'est quelqu'un qui va se faire une cheville ou des trucs comme ça, parce que t'as mis le pied dans un trou opposé ou t'as pas suffisamment levé tes jambes, mais... Le danger perçu et le danger réel sont vraiment 2 choses extrêmement différentes. C'est dingue. Et le danger perçu, il est logique en même temps, parce que d'un point de vue de l'évolution de l'humain, se jeter d'un avion en parfaite état de marche, c'est quand même relativement récent. C'est un truc de dingue. Ouais. Donc ton cerveau, il est pas hyper d'accord au début, hein, quand la porte s'ouvre et qu'il faut sauter, t'es là, non, mais c'était l'idée de qui déjà et ça, c'est complètement normal. Mais après, tu peux sûrement faire peut-être des recherches un peu statistiques qui peuvent te rassurer sur le côté rationnel. Non, je pense que ça te rassurerait. Oui, parce que je suis persuadée que l'accidentologie, elle est très restreinte en baptême en parapente. Donc ça te permettrait d'avoir ce socle de rationnel pour te dire que c'est bon, c'est possible. En plus, tu fais ça en France avec quelqu'un qui est diplômé d'État, avec du matos qui est homologué. Enfin, tu vois, tu fais pas ça en mode cow-boy. Non. Il y a certains pays où, par exemple, il y a certains pays où ça pourrait être un peu plus borderline. Là, en France, tu peux c'est des choses qui sont hyper encadrées, donc tu peux vraiment avoir confiance. Ensuite, le fait d'avoir fait ce travail de raison, ça fait pas diminuer la peur, en fait. Ça te permet juste de rationaliser le truc et ça te permet juste
au moment de basculement, justement, de te dire que tu t'es appuyé sur quelque chose de solide. Mais n'empêche que la peur, elle disparaîtra pas. Le moment où la peur aura disparu, c'est une fois que tu auras fait ce moment de bascule. C'est comme quand tu montes dans une pose un peu difficile en yoga, tu décides de te lancer. Une fois que tu es dedans, ça va. C'est avant où tu te dis et si j'y arrive pas, et si je tombe, et si je perds mon équilibre. Ces pensées-là, elles disparaissent à partir du moment où tu es dans l'action. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire un peu ses devoirs. Je prône absolument pas le faites nimp et prenez des risques inconsidérés et vous renseignez sur rien. Renseignez-vous sur rien. Mais par contre, une fois que ce travail-là est fait, il faut pas se dire que ce travail-là il va faire disparaître la peur, parce que c'est pas vrai. La seule chose qui va faire disparaître la peur, c'est de se mettre en mouvement. Mais c'est vrai pour tout en fait. C'est vrai pour l'entrepreneuriat aussi. J'adore ce que tu dis. C'est vrai pour tout. Tu peux passer des heures et des heures assis sur ta chaise, les yeux fermés, en pensant trop fort à comment tu vas faire disparaître la peur. Non seulement ça va pas marcher, mais même probablement ça va la faire monter encore plus. Oui. Et moi, par exemple, en tant que conférencière aujourd'hui, quand je monte sur scène, c'est la même. Juste avant de monter sur scène. Ah, t'as peur quand même ? J'ai hyper peur. Ah ouais, c'est vrai ? Et c'est marrant parce que j'ai exactement les mêmes symptômes physiques qu'avant un saut de record, un saut de démo, ou tu vois un saut avec un enjeu. Alors moi, un saut classique du dimanche avec mes potes ou de coaching, je ressens plus vraiment la peur parce que j'ai plus de 10 000 sauts, c'est quelque chose que j'ai tellement fait. Plus de 10 000 sauts, tu te rends compte quand tu le dis ? Ouais, c'est ouf. De sauts, Enfin là, tu vois, comme je me fais presque 1 an au sol, je pense que quand je vais retourner sauter la prochaine fois, même si c'est un saut à la cool avec juste mon amoureux, je pense que j'aurai les chocottes encore. Mais tu vois, quand t'es dans quelque chose de quotidien, que tu répètes beaucoup, la peur, elle disparaît. Par contre, pour un saut avec une performance particulière, comme un record, une démo, une cascade ou un truc comme ça, bah là, c'est l'inconnu, c'est la nouveauté qui te refait peur. Et moi, aujourd'hui, avant de monter sur scène, je ressens exactement la même chose. Tu vois, c'est le cœur, le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration qui va avoir tendance à se raccourcir un petit peu, et puis les pensées en mode « Oh là là, pourquoi je me fais ça ?» Et puis, en fait, dès que tu as franchi la porte de l'avion, dès que tu es monté sur scène et que tu as commencé à faire tes premières phrases, ça disparaît. Le rythme ça devient du kiff même. C'est grave du kiff. Bah oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, c'est un truc que j'ai découvert quand j'ai fait mon tout premier saut en parachute et qui s'est confirmé time and time again dans plein de contextes différents. Il y a une proportionnalité entre la peur que tu ressens avant de faire le truc qui te fait peur et la joie et la fierté que tu ressens pendant et après. Plus tu as eu peur avant, plus tu es trop en extase pendant et plus tu es fier après de l'avoir fait. Les trucs qui te font pas trop peur, bah généralement ça te provoque pas le même degré. Donc c'est aussi un choix et une acceptation de vivre avec intensité les deux côtés de la barrière. Et donc la peur et la joie, mais ça peut être aussi tu vois, dans une vie ou moi dans les milieux que je fréquente, alors le parachutisme c'est pas très dangereux, mais t'as un sport connexe qui s'appelle le base jump, qui consiste à sauter d'une falaise ou d'un pont ou d'un immeuble ou d'une antenne. C'est ça que veut dire base d'ailleurs, un BASE, c'est un acronyme, Building, Antenna, Span and Earth. C'est les 4 types d'objets d'où tu peux sauter. Incroyable, je savais pas. Et donc tous les base jumpers ont forcément commencé par du parachutisme parce que faut d'abord que tu apprennes à piloter un peu une voile et à piloter ton corps avant de te jeter d'une falaise, mais tous les parachutistes sont pas base jumpers, c'est une petite communauté le base jump. Bon bah là pour le coup ça c'est le sport le plus dangereux du monde et il y a énormément de gens qui meurent en faisant ça. T'aimerais bien toi tester moi j'en ai fait un tout petit peu quand j'avais dans mes 20 ans. Et puis en fait j'ai trop d'amis qui sont morts, j'ai mon compagnon de l'époque qui est mort en faisant ça et j'ai décidé que j'aimais trop la vie pour continuer à faire ça. Carrément. Ouais. Mais c'est quoi ton rapport à la mort d'ailleurs ? Je pense que j'ai côtoyé la mort beaucoup plus que quelqu'un de mon âge qui a eu une vie plus classique, c'est certain. J'ai pas perdu beaucoup de copains en parachutisme, mais j'ai perdu énormément de copains en base jump, et notamment l'homme dont j'étais très très amoureuse il y a une dizaine d'années. Donc ça a été... Mon Dieu. Tu dis toujours que ça va arriver qu'aux autres, hein, t'espères un peu, tu croises les doigts, mais bon... Vu les statistiques de ce sport, il y a quand même de fortes chances que ça tombe pas loin de ton cœur. C'est un drôle de rapport parce que là encore c'est lié, et c'est pour rebondir sur ce que je disais juste avant. Cette présence-là, elle donne aussi une intensité à la vie, une appréciation. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté, même si c'est pas du tout dans un contexte de sport extrême. Quand on perd un proche, que ce soit dans un accident, d'une maladie, c'est souvent quand on est confronté à la mort qu'on a tendance à
à apprécier la vie à sa juste valeur. C'est quand on est confronté à la maladie qu'on a tendance à apprécier sa santé, sa capacité à se mouvoir. Et c'est quand même fou que nous, les humains, on ait besoin de ce miroir négatif pour apprécier les choses qui vont bien. Mais n'empêche que quand tu vis dans un univers où tous les ans, tu perds au moins une personne que tu connais, c'est un constant reminder, quoi. Wow. Et donc, tu as cette pulsion de vie qui est super forte et qui est super belle, du coup, qui est très chouette à fréquenter au jour le jour. Il y a une vraie lumière qui est justement contrastée par la noirceur qui arrive de temps en temps. Et tu l'avais déjà, même avant d'être confronté à la mort, même avant d'avoir ce rapport-là, tu avais déjà cette niaque un petit peu de vivre, de tester des choses, en fait. Ouais. Moi, je crois que j'ai du mal à l'expliquer. Oui. J'ai toujours cette image un peu rigolote française. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, quoi. Je sais pas dans quelle marmite je suis tombée, mais la potion magique, elle était bonne parce que, effectivement, en mode Obélix, j'ai pas besoin d'en reprendre. Bah ouais. C'est quelque chose qui m'anime fortement et qui, je pense, transparaît dans beaucoup de choses que je fais aujourd'hui, même si ça n'a rien à voir avec le parachutisme. Il y a un élan vital, ouais, certain. C'est dingue, c'est trop bien. Tu nous donnes du dynamisme, de la motivation, tu nous donnes envie de tester plein de choses. Ça veut dire quoi concrètement être championne du monde? Comment t'en es arrivée là? Tu vois, qu'est-ce que t'as... Déjà, est-ce que c'est quoi ce sport? Ouais, déjà, explique-nous. Alors, bonne question. C'est vrai que moi, avant de faire mon tout premier saut, le parachutisme, pour moi, c'était tu sautes d'un avion, tu ouvres un parachute, tu te poses. Voilà. Et en fait, en allant sur une drop zone pour la première fois de ma vie, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses que tu pouvais faire. Et alors, en termes de discipline sportive, parce que c'est un sport, donc il y a une fédération française de parachutisme à laquelle je suis élue d'ailleurs depuis 2020. Et il y a une fédération internationale aussi qui est affiliée à la FAI, qui est la Fédération Aéronautique Internationale, qui chapeaute tous les sports aériens comme le planeur, l'aéromodélisme, l'hélico, la voltige, enfin bref, tous les sports d'air. Et en fait, en parachutisme, tu as plein de sports différents, enfin plein de disciplines, on appelle ça différentes. T'en as qui se pratiquent au posé, c'est genre la précision d'atterrissage, ça, c'est une des plus vieilles disciplines qui existent. Okay. Les mecs, ils doivent venir taper avec le talon au milieu d'une cible, sur l'équivalent d'une pièce de 20 centimes. Improbable. T'as maintenant des disciplines plus modernes pour le poser qui s'appellent le canopy piloting, où là c'est des gens qui ont des toutes petites voiles qui ça transforme en petits bolides et sur un plan d'eau ils doivent aller le plus vite entre 2 points ou le plus loin possible, ce genre de choses. T'as une discipline qui est pendant la phase de voile ouverte, donc ça s'appelle du crew, j'ai oublié le nom français, du canop. Bref, tu vois, c'est des équipes de 2 ou de 4. Donc, ils sortent de l'avion, ils ouvrent tout de suite leur parachute et ils viennent se faire toucher les voiles et créer des figures avec les voiles et ils doivent faire le plus de figures possible en un temps limité. Okay. Et puis ensuite, tu as toutes les disciplines en chute libre. Donc, moi, ma discipline qui s'appelle le free fly, c'est une des disciplines de chute libre. Donc là, tu montes à 4000 mètres, en gros, et tu as un certain nombre de secondes pour faire des choses. Alors, dans les disciplines de chute libre, tu as le vol relatif. Ça, c'est des équipes de 4 ou de 8, donc ils sautent à plat ventre par rapport au sol. Et pareil, ils doivent fabriquer le plus de formations possible. Ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs. Secondes. Ouais, c'est ça qu'on voit beaucoup. Okay. C'est un truc qui existe depuis assez longtemps. Ouais. Et puis, tu as les disciplines artistiques, dont la mienne, le free fly. Donc, c'est en équipe de 3. Tu as 2 performeurs et un caméraman. Et c'est un petit peu comme du patinage artistique, sauf que au lieu d'être sur de la glace, tu es en l'air. Donc, c'est en couple. Alors, la discipline est mixte. C'est un des rares sports avec l'équitation qui est mixte, même si, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de meufs. Ouais, c'est clair, ça m'étonne pas. Mais tu vois, en open, c'est après. ouvert. Ouais. Et donc, on a une compétition, c'est 7 sauts, 7 manches. Et tu dois réaliser, tu en as 5 qui sont des manches de libre. Donc là, tu crées absolument la chorégraphie que tu veux pendant 45 secondes. Et la spécialité du free fly, c'est que tu vas voler dans toutes les orientations. Donc tu vas être tête en bas, tête en haut, dans des angles. Tu vas tourner les uns autour des autres, passer dessus, dessous. Et tu as le troisième membre de l'équipe qui est le vidéoman, qui fait partie intégrante de l'équipe, dont les trajectoires de vol, lui, il a la caméra sur la tête. Et donc ces trajectoires à lui vont donner des effets visuels d'accélération, de ralentissement, font partie intégrante de la note. Et donc tu as une note technique. Est-ce que ce que tu fais, c'est difficile? Tu as une note artistique, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est novateur, et tu as une note d'exécution. Est-ce que, en gros, tu as réussi ton programme ou est-ce que tu t'es désynchronisé ou rentré les uns dans les autres, quoi. Et donc, tu as un panel de 5 juges qui récupèrent la vidéo du vidéoman au sol et qui va évaluer ces 3 critères, donner une note sur 10, et puis après, ça fait une moyenne, et donc tu as une note pour ton saut. Et donc, 7 sauts, tu accumules les 7 manches, et c'est celui qui a la meilleure note à la fin qui a gagné. Ok.
Trop marrant. Ouais. Enfin, trop marrant. C'est des improbable comme sport. Ouais, on connaît pas quoi. Enfin, tu vois, non, c'est pas très connu. Et comment tu t'entraînes? Parce que tu peux pas t'entraîner dans les airs parce que tu vas te parler. Non, alors tu t'entraînes en sautant beaucoup. Après, toute la conception du saut, tu l'as fait au sol. Donc, tu nous verrais, tu passes pendant les semaines d'entraînement, surtout en début de saison, quand tu dois vraiment concevoir le truc. On a soit des petites cuillères, soit des petites G.I. Joe ou des Barbie. Et puis, on les prend en disant, allez là, vas-y, si on faisait le move comme ça. Ah, mais tu t'entraînes pas avec ton corps au sol? Alors, au sol, tu vas, on appelle ça marcher les sauts. Donc, tu vas les répéter au sol. Mais ensuite, les choses que tu peux faire au sol pour t'entraîner, d'où dans nos disciplines, tu peux aller faire un peu de trampo pour apprendre à faire des vrilles, des choses comme ça. Okay. Il y a un minimum syndical de gainage, de souplesse pour pouvoir faire certaines positions. Mais le gros de l'entraînement, il se passe en volant. Donc, une journée d'entraînement type, tu vas faire entre 10 et 15 sauts dans la journée. Et tu sautes, tu regardes tes images, tu débriefes, tu remontes et t'enchaînes toute la journée. Tu as 2 parachutes, et quelqu'un qui te le plie tout le temps. Donc, toi, tu plies pas ton parachute et t'enchaînes les sauts avec quelqu'un qui plie pour toi. Et puis, tu construis comme ça sur une année ton programme libre et tu as des sauts d'imposés aussi sur lesquels tu t'entraînes. Et il y a déjà eu un saut dans tout ce que tu as fait qui s'est mal passé, pas forcément pour toi, mais une personne avec qui tu sautes ou pour toi? Il y a un saut qui s'est mal passé pour moi sur à peu près 10 000. J'ai eu un accident et c'était une collision en chute libre. Ah merde. Ouais. Et c'était en 2010. Je venais juste de commencer, ça faisait 1 an et demi et quelques, 2 ans max que j'avais commencé à enseigner donc le free fly, qui est ma discipline. Et c'était un saut, ce qu'on appelle un saut de trace. Alors, tu vois la patrouille de France ? Nous, on fait genre, c'est nous la patrouille de France. Donc, t'as un leader et t'as les autres participants qui viennent se caler sur la trajectoire, l'angle et la vitesse de cette personne-là. Wow. Et donc, le leader est responsable de les emmener dans une balade, quoi. Alors, tu vois, on a le corps, la tête légèrement plus bas que les pieds, les corps plus ou moins tendus. C'est ce qui va te permettre d'aller plus ou moins vite. Ouais. Et puis, tu décides d'une trajectoire. Et t'as une règle hyper importante dans ce genre de saut, c'est qu'au moment de la séparation, donc quand on doit s'éloigner les uns des autres pour ouvrir notre parachute, pas dans la gueule les uns des autres. Ouais, forcément. Tu dois jamais faire demi-tour. Tu dois jamais revenir de là d'où tu viens. D'accord. Pourquoi ? Et parce que si tu fais ça et que tu as quelqu'un qui est encore en train d'arriver derrière toi, tu as un risque de collision centrale. Voilà. Et sauf que moi, je devais enchaîner 2 sauts d'affilée. C'était le premier saut. On s'était un peu trop éloigné du terrain et je me suis dit, si je continue tout droit comme j'aurais dû faire, je vais louper, j'arriverai pas à rentrer sur le terrain et du coup, je vais rater l'avion d'après où j'étais censé rejoindre un autre groupe, prendre un autre groupe. Et donc, je me suis dit, bon, je regarde autour de moi, ça va, j'ai vu tout le monde. Je vais enfreindre la règle juste là, mais parce que je peux, parce que c'est bon, j'ai bien regardé. Et j'ai bien regardé, pas si bien que ça, parce qu'il y avait un mec qui était en train de revenir vers moi. Et du coup, on s'est fait une collision pas tout à fait frontale, il y avait un petit angle, mais quand même une belle collision. Donc, on est quand même à 250 km/h. Ah ouais. Ouais. Donc, la personne que j'ai impactée, elle est tombée inconsciente. Elle s'est fait sauver par... un des trucs qui a rendu le parachutisme vachement sûr depuis une vingtaine d'années, c'est l'obligation maintenant d'avoir, ça s'appelle des déclencheurs de sécurité. En gros, un parachute, c'est un harnais, 2 voiles et ce déclencheur de sécurité. Donc, c'est 4 éléments. Tu as une voile principale, celle que tu utilises tout le temps, et tu as une voile de secours. Au cas où la voile principale, elle se soit mal ouverte, ou s'il y a pas la voile principale n'a jamais été ouverte. Et donc là, en l'occurrence, le déclencheur de sécurité, c'est un petit boîtier électronique qui prend en compte ta vitesse et ton altitude, et il est programmé pour faire péter ton secours automatiquement si à 350 mètres du sol, tu es toujours dans une vitesse de chute libre. Incroyable. Et donc lui, c'est ce qui lui est arrivé, parce que inconscient sous le choc, donc il n'a pas ouvert lui son parachute, c'est son vigile, donc son déclencheur de sécurité qui a ouvert pour lui. Incroyable. Et il s'est réveillé au sol avec quelques égratignures, mais pas de séquelles, et il ressautait quelques jours après, donc tout allait bien pour lui, heureusement, parce que autant te dire que toi, tu fais une connerie et t'en payes les conséquences, c'est une chose, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui doit les payer, je pense que très dur. L'histoire aurait pu être bien différente. Donc j'ai eu de la chance sous cet aspect-là, et moi je me suis pété 2 vertèbres. Ah oui. Ouais. Et alors mon premier réflexe, ma première pensée arrivée au sol, alors une fois que le choc a eu lieu, tu passes vraiment en mode automatique, t'as pas trop le temps de penser à quoi que ce soit. Tu te dis ok, il s'est passé un truc, là j'avais le souffle coupé par la violence du choc. Ouais. Donc j'étais vraiment ok, je me remets à plat, parce que c'est la position à partir de laquelle tu peux ouvrir ton parachute. Ok, j'ouvre mon parachute, ok, je prends mes commandes, ok, je regarde où je suis, ok, je me dirige vers le sol, enfin vers l'endroit où je dois me poser. Et puis arrivé au sol, je m'allonge par terre et j'attends les pompiers, quoi. Et ma première pensée arrivée au sol, c'est quelle est l'abruti qui m'est rentrée dedans. Alors, et tu t'es fait engueuler ?
Et alors je me suis dit, non, sur le moment, quand t'es blessé et tout, les gens ne veulent pas trop tout de suite. Et puis en fait, rapidement, en discutant avec les gens qui étaient dans le saut avec moi et en regardant les images du saut des gens qui étaient dans le saut avec moi, je me suis rendu compte que l'abruti, c'était moi. Je me rappelais plus. En fait, le choc avait été tellement violent, je me rappelais plus vraiment des circonstances. Pour moi, j'étais passée de tout va bien à tout va pas bien du tout. Et puis, c'était un peu flou ce qui s'était passé. J'ai reconstruit ensuite le saut en regardant les images et en écoutant les témoignages des gens qui étaient dans le saut avec moi. Et là, tu dis, c'est vrai que c'est marrant, t'as toujours tendance à penser que c'est la faute des autres quand même. Ouais, écoute, au moins t'en as pris conscience et t'as assumé, quoi. Ouais. Et t'as eu peur de ressauter après ? Non. Pas du tout. J'étais très impatiente de ressauter. J'ai eu une convalescence très rapide. 4 mois après, je participais à un record du monde féminin d'ailleurs. Et je me suis mis vraiment en mode je vais faire tout ce que je peux pour récupérer le plus vite possible. J'avais 23 ans ou un truc comme ça. Donc c'était pas à cet âge-là, surtout toi. Surtout toi, a priori, Domiti. Il y en a que ça aurait pu freiner. Tu vois, c'est un peu comme quand t'es enfant et que tu fais ta première chute à vélo. Il y a toujours ce truc, non, je vais pas remonter. Bon, on te dit toujours, faut remonter pour vaincre la peur, mais toi, apparemment, t'avais pas ce moi, j'avais blocage-là. qu'une hâte, c'était d'y retourner. J'étais dégoûtée en plus parce que c'est arrivé 2 semaines avant ce qui aurait dû être nos premiers championnats du monde. Ah oui. On devait partir au championnat du monde 15 jours après, donc j'étais dégoûtée. Le premier truc que j'ai crié à mes coéquipiers qui arrivaient en courant dans le champ, en mode panique, en se demandant ce qui m'était arrivé, c'était « Je suis désolée !» Parce que je savais que je les privais de cette première expérience, quoi. Ah, dur. Ouais. Et on a gagné l'année d'après, donc ça. Voilà, c'était pour mieux te préparer. Et question, enfin, je sais pas si c'est une question que je peux poser, mais on gagne bien sa vie dans cet univers-là ? Non. C'est vrai ? Tu vois, mais parce que c'est pas assez sponsorisé. Parce que c'est pas médiatisé du tout. C'est pas assez médiatisé. Et en fait, moi, j'ai jamais gagné d'argent en faisant de la compétition ou des records. J'ai gagné ma vie en étant professionnelle du parachutisme, en enseignant ma discipline. Ah, waouh! Donc en coachant, donc au début. Et même en étant championne du monde. Ouais. Alors en étant championne du monde, du coup, t'es appelé et c'est plus facile d'aller coacher partout dans le monde. Et moi, c'est ce qui m'attirait aussi dans cette vie-là. C'était la possibilité d'avoir une vie super nomade et d'intégrer un peu cette communauté et l'élite de cette communauté qui me faisait rêver quand j'étais jeune parachutiste. Mais c'était clairement un choix de mode de vie. Et c'était pas un choix financier très intelligent. Mais bon, j'ai gagné ma vie avec ça pendant 15 ans. Donc je l'ai gagné suffisamment bien pour... j'étais pas à plaindre, mais j'ai pas mis des tonnes d'argent de côté, j'ai pas construit mon futur de façon sérieuse. Ça c'est venu un peu plus tard, quand je me suis dit qu'il était temps de faire des choix un peu plus d'adulte. Mais on va dire que de 20 à 30 et quelques, c'était vraiment la vie d'artiste, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. Et tu penses qu'il n'y a pas moyen de changer un peu ces choses-là ? Tu sais, maintenant, il y a un peu des disciplines qui commencent à se faire un peu mieux connaître, ou même avec les réseaux sociaux. Tu vois, je sais pas, demain, tu commences à être vachement plus actif sur les réseaux. Peut-être que tu pourras avoir plus de sponsors, plus de médiatisation. Tu vois, ça peut changer les choses. Je sais pas, parce qu'il y a un couple dans notre milieu, un couple d'amis à moi, qui, eux, ont vraiment suivi cette voie-là. Qui ont, je sais pas parce que je regarde pas très attentivement, mais plus de 100 000 personnes qui les suivent sur Insta, ou tu vois, qui ont vraiment été très actifs, qui s'appellent Karine et Greg. Et eux, ils galèrent aussi. Enfin, ils ont beaucoup plus de sponsors. Je sais que, en tout cas, de ce qu'ils disent, ils monétisent pas forcément ça de façon démesurée, quoi. Je pense que moi, là, aujourd'hui, en ayant passé ce cap, en m'engouffrant vraiment avec énormément de sérieux et de travail dans le milieu de la conférence, là, c'est une façon de monétiser ce que j'ai fait pendant 15 ans, qui est beaucoup plus confortable financièrement. Mais le sport en lui-même, finalement, est tellement peu médiatisé que je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas craqué le code et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui l'ait craqué. Il y a quelques personnes, alors un peu plus aux États-Unis et quelques-uns en Autriche qui font partie de la Red Bull Air Force. Red Bull Air Force aux États-Unis et de la team Red Bull en Autriche. Ça change le deal. Où là, voilà, c'est vraiment la seule boîte en fait Red Bull qui va sponsoriser ce type de discipline, même si ils sponsorisent pas vraiment que du parachutisme. C'est les gens qui sont dans ces équipes-là, ils font aussi beaucoup de base jump. Oui. Ils font d'autres sports aériens connexes, donc ils sont plus multidisciplinaires. Moi, c'est vrai que j'ai été assez monomaniaque sur le parachutisme et la soufflerie.
qui est la version indoor du parachutisme. Et moi, ça a été mon premier move justement dans l'entrepreneuriat, ça a été d'investir et de m'associer avec 2 personnes et de monter notre propre soufflerie. Ah, ok. Donc on a commencé à s'associer en 2017, la boîte a ouvert en 2020. Avril 2020, notre date de prévue d'ouverture. Ah, formidable. On avait eu le nez creux. T'avais choisi la bonne date. Ouais. On était bien. Mais rien ne t'arrête, n'est-ce pas? Voilà. C'est même à ça qu'on les reconnaît, il paraît, il faut que je m'inquiète. Donc ouais, on a ouvert une soufflerie qui s'appelle Zero Gravity qui est à l'entrée du Futuroscope. Donc on est d'accord que ça, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Tu vas juste te faire un kiff. Oh, waouh, ok. Ouais. Les enfants de 5 ans peuvent commencer à apprendre à voler dans ce contexte-là. Donc 10 ans avant, le premier saut en parachute, c'est pas mal. C'est clair. Ouais. T'as déjà testé? Non, mais franchement, ça me ferait bien kiffer de tester. Mais ça, c'est top parce que tu vois, tu goûtes aux sensations de la chute libre. C'est vraiment une réplique parfaite de ce que tu vas ressentir pendant la chute libre, mais t'as pas besoin ni de te jeter de l'avion, ni de te retrouver pendu sous une voile, tu vois, à des milliers de kilomètres d'altitude, enfin 1000 mètres d'altitude, quoi. Donc, t'as les avantages sans trop des facteurs de stress. C'est donc une assez chouette façon de découvrir la sensation. Et en fait, ça reproduit vraiment la chute libre. Quand tu sautes de l'avion, c'est la gravité qui attire ton corps vers le bas, et donc ce déplacement-là, ça crée ce qu'on appelle le vent relatif. Le vent subi par un objet en mouvement, c'est le vent que tu ressens si tu mets ta main en dehors de la voiture sur l'autoroute. Oui. Enfin, c'est pas qu'il y a du vent, c'est que la voiture avance. Et c'est ça qui fait cette sensation de vent. En chute libre, c'est la même chose, sauf que c'est toi qui te déplaces vers le bas parce que la gravité t'attire. Et dans une soufflerie, en fait, on fabrique ce vent avec des ventilateurs. Donc c'est du vent comme en chute libre du bas vers le haut, donc vertical, un vent vertical. Sauf que là, tu as juste à pénétrer dans cette espèce de cercle d'une quinzaine de pieds de diamètre. Et puis tu peux apprendre à voler là-dedans. Et donc ça, c'est un outil génial d'entraînement aussi. On parlait d'entraînement tout à l'heure pour le free fly. Même si je savais moi, pas que ça s'appelait une soufflerie. Ouais, wind tunnel en anglais, soufflerie en français. Okay. Et ça a été, quand ça a commencé à se développer, en Europe, ça fait une quinzaine d'années que ça a commencé à pousser, une dizaine d'années que ça s'est énormément démocratisé. Aux États-Unis, c'était un petit peu avant ça. Et ça a vraiment changé la donne dans la progression des gens parce que tu peux passer tellement plus de temps dans l'élément. T'imagines un saut en parachute, tu fais à peu près 1 minute de chute libre. Alors en 1 minute, t'as le temps de faire plein de trucs, en vrai. Mais n'empêche qu'1 minute, c'est quand même vachement vite passé. Moi, dans mes plus grosses années d'entraînement en équipe de France, je faisais 12-15 sauts par jour. Ça te prend du lever au coucher du soleil et il faut pas qu'il pleuve, quoi. Et n'empêche que si t'as fait une grosse journée d'entraînement comme ça à 15 sauts, t'as fait 15 minutes de chute libre. Ah ouais. T'as fait 15 minutes d'entraînement de ta discipline. Alors, t'as toute la partie réflexion en amont, débriefing, machin. En vrai, tu passes ta journée à faire des choses, mais le temps que tu passes avec ton corps dans l'élément dans lequel tu apprends à te mouvoir, il est quand même vachement court. En soufflerie, tu peux faire 1h30, 2 heures de vol dans la journée. Donc, enfin, consécutive, tu peux rester en l'air. Tu t'alternes, tu fais des breaks, mais généralement, en fonction de ce que tu fais, tu vas faire entre 1 minute et 5 minutes de vol non-stop. Et puis, tu ressors, tu as des écrans, tu as des caméras à l'intérieur et les écrans les montrent en différé ce que tu viens de faire, donc tu peux t'observer immédiatement, ce qui te permet éventuellement de corriger, d'adapter, d'y retourner. Et puis tu vas faire par cran de 30 minutes généralement. Donc tu fais 15 minutes dans 30 minutes en alternance, et puis tu ressors 1 heure, boire un coup, puis tu y retournes. Après, il y a plein de façons différentes de gérer, mais bien sûr. Tu peux en tout cas passer beaucoup plus de temps dans l'air, et la soufflerie, ça a vraiment permis d'accélérer les progressions. Et je trouve que ce qui est top dans ton parcours, ce qui est intéressant pour les auditrices aussi, c'est de montrer que oui, tu peux suivre une passion, même devenir championne du monde, pas forcément être hyper bien rémunérée, etc. Cependant, tu as pensé à tout ce que tu pouvais faire autour, donner des cours, enfin devenir, je sais pas si tu appelles ça prof de parachutisme. Ouais, coach de free fly. C'est plus stylé. Coach de free flight. En plus, ça, tu as créé ta boîte, tu as créé ta soufflerie, maintenant tu donnes des conférences. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens, aux filles. Je dis, mais en fait, ne pensez pas, ayez une vision de tout l'écosystème, de toutes les opportunités que tu vas pouvoir déclencher, tu vas ouvrir des portes, il va se passer des choses, donc c'est dommage de se freiner en se disant bah non, je gagnerai jamais d'argent si je me lance dans ce domaine-là, alors que tu vois, tu peux penser autrement, tu vas déclencher ces opportunités. Toi, tu as réussi à te créer tout un univers maintenant, ton quotidien, je pense qu'il te correspond parfaitement, et en plus de ça, tu gagnes bien ta vie, en tout cas. Voilà. Bah, tu vois, donc je trouve que c'est super de voir cet aspect-là. Ouais, et c'est sûr que quand j'ai commencé, j'avais pas du tout
la vision de ce que ça allait être, enfin, de ce que j'en ai fait aujourd'hui. Ça s'est construit au fur et à mesure avec des opportunités que j'ai saisies. Moi, j'ai tendance... je sais que c'est important de savoir dire non et j'essaye de dire non de temps en temps pour préserver ma santé mentale. Mais je suis connue parmi mes potes comme la yes girl, quoi. J'ai tendance à... tu sais, Demi, on fait ça, ouais. Trop bien, go, chaud. Mais ça veut aussi dire que du coup, sur 10 trucs que tu essayes, il y en a 8 qui marchent pas ou qui marchent pas bien, et puis tu laisses tomber, et c'est pas grave. Mais dans le lot, tu vas trouver des opportunités qui te correspondent, qui fonctionnent pour toi, qui te plaisent, qui t'emballent, qui correspondent à tes besoins du moment. Tu vois, moi, aujourd'hui, là, je m'apprête à devenir maman, j'ai besoin de plus de stabilité géographique, de plus de stabilité financière. Et ben, je fais des choix de vie qui sont différents de la vie que j'ai menée pendant 15 ans. Et ça me va très bien aujourd'hui. Mais je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas fait les 15 années qu'on précédait. Tout à fait. Donc je pense que c'est important à la fois d'avoir quand même une vision à long terme. Moi, j'ai toujours eu un peu ce plan de vie par tranche de 20 ans. Voilà, je me disais de 20 à 40, je vais faire du skydive, de 40 à 60, je vais faire du business, et de 60 à la fin, je vais faire de la littérature. C'est mon plan de vie. C'est fou. C'est badant d'avoir son plan déjà de toute ta life. Ouais, mais au moins temps, tu sais où tu vas. C'est un plan qui me correspond vachement, qui correspond sincèrement à mes envies profondes, à mes aspirations profondes. Mais à l'intérieur de ces 3 grands axes... T'as l'espace de créer, t'as l'espace à l'inconnu. Mais quoi. large. Et à la surprise. Très large. Tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi. T'as juste le titre, t'as la thématique, le titre. Ouais. Et puis surtout, je m'interdis pas de changer d'avis. Enfin, tu vois, tout à fait. J'ai pas signé un contrat dans le sang avec moi-même. C'est clair. C'est une direction, mais et moi ça me convient. Mais il y a aussi cette notion, je pense, de confiance, en me disant de toute façon ça va le faire, parce que c'est un peu un cercle vertueux. Plus tu prends des risques, alors en français on dit prendre des risques, en anglais j'aime bien, on dit take a chance. J'aime mieux carrément. Tu vas prendre la chance. Je trouve que c'est plus sympa comme concept. Enfin, c'est moins anxiogène. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais fait le parallèle. Tu vas tester des choses, et puis moi j'ai confiance que même si en cours de route il y a des trucs qui fonctionnent pas, ça va finir par le faire. Et c'est un cercle vertueux. Plus tu prends de chance ou prends de risques et que derrière ça paye, plus c'est facile d'en prendre la fois d'après. Et l'inverse est vrai, si tu prends que des portes dans la tronche et que t'abandonnes, bah, ça renforce l'idée que ça sert à rien d'essayer de faire des choses. Donc c'est le plus difficile, c'est de rentrer dans ce cercle vertueux-là. Et moi, je pense qu'il s'est vraiment ouvert de façon plus consciente avec ce premier saut. En disant, j'ai pris le risque de faire un truc qui me faisait peur, mais la récompense derrière, non seulement de kiff, mais ensuite de communauté et même de carrière, en a tellement valu la peine que ça renforce en moi l'idée que ça vaut la peine de tenter des trucs. Mais bien sûr. Mais j'avais lu, alors je sais plus si c'était dans un livre, où est-ce que j'ai lu cette phrase qui est super. Est-ce que c'est pas dans Atomic Habits, je sais plus. Mais il y a une phrase, donc c'est dommage parce que j'ai ni la source ni l'auteur, mais cette phrase est super. Dans les sous-titres de l'émission. Mais en gros, cette personne dit qu'il s'est rendu compte, ou elle, on ne sait pas encore qui c'est, je retrouverai la source. En fait, elle a réalisé que, en fait, tous les risques, plus tu prends de risques dans ta vie, plus tu prends conscience que ces risques-là, c'est ceux qui t'amènent vraiment au bonheur. Et en fait, les gens n'ont pas conscience de ça. Tu vois, pour eux, comme tu dis, c'est la différence avec take a chance, et en anglais et en français, tu prends un risque et qui a l'air très négatif. Mais en fait, les risques, et c'est vrai, moi en tout cas, je fais le rapport avec ma vie, tous les risques que j'ai pris, ça m'a permis d'augmenter mon niveau de bonheur, mon niveau d'épanouissement dans ma vie. Ouais. Tu vois, moi, c'est exactement ça que j'explore là avec ce bouquin que je suis en train d'écrire. C'est interroger ce rapport au risque. Et en fait, c'est cette mise dans la balance des risques et des bénéfices. Ce que tu es prêt à prendre comme risque et ce que ça peut te rapporter. Et je crois que mon opinion générale, c'est qu'une vie sans prendre aucun risque ne vaut pas la peine d'être vécue. Qu'en contrepartie, tous les risques ne vaut pas la peine d'être pris non plus, et qu'il s'agit donc, de façon très personnelle, de choisir où est-ce que tu places ton curseur. Et je pense qu'en fonction de son histoire, de sa personnalité, de son environnement, de plein de facteurs familiaux, sociaux, économiques, on ne va pas avoir tous envie de mettre le curseur au même endroit. Non. Et qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances de départ sur plein d'aspects. Donc, encore une fois, ce n'est pas question de dire à tout le monde « mettez votre curseur ici ». C'est quelque chose qui est éminemment personnel. Mais je pense qu'il faut que ce soit un choix conscient.
faut pas laisser juste la vie arriver et se rendre compte à la fin qu'on aura quand même bien voulu prendre plus de risques. Oui. Parce que ça, je pense que ça fait quand même partie des trucs les plus tragiques qui puissent arriver. C'est d'arriver à la fin et que ce soit trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais, 100% d'accord. Par contre, tu sais, ce qui est étonnant, c'est que donc les gens qui vivent le plus longtemps dans ce monde, tu sais, les fameuses zones bleues, et ben, c'est des gens qui prennent pas de risques puisqu'ils font la même chose toute leur vie, ils mangent la même chose toute leur vie, ils ont le même travail toute leur vie. Et c'est là où tu peux mettre en relation OK, mais c'est quoi le plus important, de vivre le plus longtemps ou de vivre intensément et peut-être moins longtemps, tu vois ? Ça, c'est une sacrée question. Et encore une fois, chacun est libre de voir midi à sa porte sur ce sujet-là. Moi, c'est un thème là qui est assez présent en ce moment parce que moi je vois approcher avec un peu d'inquiétude le combo enfant en bas âge, parents en fin de vie. Et là j'ai mon père qui a fait un infarctus là, le mois dernier, je m'occupe pas mal de lui en ce moment et je vois dans son comportement plein de trucs où je me dis là en fait il précipite les choses parce que il en fait qu'à sa tête et il fait comme il a envie, mais en même temps mon opinion, c'est que il a bien mérité de faire comme il avait envie et il vaut mieux qu'il fasse comme il a envie, et même si ça veut dire qu'il va mourir un peu plus tôt, plutôt que de le forcer à faire tout comme les médecins disent et comme il faut qu'il fasse et qu'il gagne quelques mois ou quelques années de vie supplémentaires, mais qu'il soit misérable tout le temps parce que tout le monde le fait chier pour faire différemment. Et bon, ça c'est appliqué à la fin de vie, mais on peut l'appliquer à la vie en général, je pense aussi. Après, ça dépend de ses responsabilités aussi. On fait pas la même chose quand on est célibataire sans enfant que quand on a des gens qui nous aiment et qui comptent sur nous pour survivre ou pour grandir. Encore une fois, le spectre est large de ce qu'on peut décider de faire, mais c'est des choses qu'il faut faire en conscience. Oui. Et bon, moi, je penche un peu plus du côté d'une vie riche et intense que d'une vie complètement plan-plan. Mais en même temps, tu vois, enfin moi, ma limite, là où j'ai placé mon curseur, c'est au base jump, par exemple. Parce que effectivement j'en ai fait quelques sauts et c'était parmi les sensations les plus incroyables de ma vie, c'est clair. La peur, tu vois, on parlait de proportionnalité, là je peux te dire que quand t'es au bord d'une falaise de 1000 mètres en Norvège avec un parachute sur le dos et que tu te dis 3, 2, 1, base, c'est parti, il faut sauter, je pense que c'est clairement la chose la plus intense que j'ai faite de ma vie. Et pendant et après, tu fais des bonds de cabri pendant 3 heures derrière et t'es complètement extatique. Mais ça, pour moi, ça ne vaut pas la peine de mourir pour cette sensation-là. Or, la chance de mourir, elle est quand même très forte dans ce cas, pour ce sport-là. Donc moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Et tu vois, mon compagnon qui s'est tué en faisant ça, pour moi, c'est un des plus gros gâchis de l'univers, quoi. C'était un mec brillant, qui avait la vie devant lui, qui aurait accompli tellement de choses en dehors de ce sport-là. Et qu'il soit mort en faisant ça, c'est le truc le plus con de l'univers, quoi. Bon, j'ai un avis très tranché sur le sujet. Mes amis base jumpers sont pas d'accord avec moi. Ah oui, oui. Mais donc encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Et évidemment, en fonction de nos histoires, on va pas avoir ni le même rapport au risque, ni l'envie de mettre le curseur au même endroit. Moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pensent que le fait que je fasse du parachutisme, c'est complètement inconscient et que c'est beaucoup trop loin sur ce curseur-là. Mais moi, ce que je vois quand je mets dans la balance le risque, parce qu'effectivement, tu peux mourir en faisant du parachutisme, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Mais en même temps, ce que ça m'a apporté, la vie que ça m'a permis de mener, les amitiés, les amours que ça m'a permis de vivre, en fait, ça vaut 1000 fois le risque. Bien sûr. C'est mon avis, qui n'est pas universel. Puis ça représente toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais. Tu as en face de toi un petit mot que je n'ai pas écrit. En fait, chaque invité écrit un petit mot à la suivante sans savoir à qui elle s'adresse. Oh, c'est génial. Ouais. Et tu auras donc le même devoir, évidemment. Ouais. Donc je t'invite à regarder. C'est peut-être une question. Donc je t'invite à y répondre en direct, si c'est une question. Qu'est-ce qui pourrait te faire tout arrêter ? Ça, c'est une sacrée question. Je vais décider de la comprendre en mode, par exemple, d'arrêter le parachutisme. Et franchement, rien. Tu vois, je me dis que... Si ta fille te le demandait. Parce que pour elle, elle estime ça trop dangereux ou... Alors peut-être, ouais. Tu sais, toutes les questions sur ce qui va se passer après la maternité, je réponds toujours avec des pincettes parce que je pense que c'est un truc que tant que t'as pas tu y vécu. es pas, c'est difficile. Tu peux avoir tous les avis que tu veux avant. Je pense que ton avis il peut franchement changer. Donc surtout quand je suis enregistrée, je me réserve le droit de changer d'avis. Oui, t'as raison. Mais oui, effectivement, peut-être que si c'était ma fille qui me le demandait, je pourrais arrêter. Ou bien tu l'emmènerais faire un saut avec toi pour qu'elle change d'avis.
Alors, tu vois, comment je veux envisager ça avec ma fille, je veux vraiment lui laisser la liberté totale d'en avoir le désir. Ouais, c'est vrai. J'ai vraiment aucune intention de la forcer ou même de l'inciter fortement ou de lui susurrer à l'oreille régulièrement. Elle verra comment son père et moi on vit. Son père fait du parachutisme aussi. Mon mari saute aussi. C'était comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Lui, c'est pas son métier, mais il a quand même près de 3000 sauts, je crois. Donc elle nous verra forcément évoluer dans cet univers-là et vivre dans cet univers-là. Soit ça l'attirera, soit au contraire, comme tous les ados, elle trouvera que ce que fait ses parents c'est méga nul et elle aura pas du tout envie de venir. Je pense pas. Je pense pas. Mais en tout cas, le choix, c'est le genre d'activité qui doit vraiment venir d'un désir personnel. Moi, quand je vois des mecs, par exemple, essayer d'inciter leur meuf un peu lourdement en leur disant « mais si, viens, fais-le », alors que les filles, elles n'ont pas du tout envie, bah non, c'est comme la drogue, tu forces pas les gens, il faut qu'ils aient envie. Donc ouais, parce qu'en tout cas, moi, ni la mort, ni la maternité ne me donnent envie d'arrêter. Et évidemment, je vais pratiquer différemment, je vais sûrement beaucoup moins sauter, mais en même temps, vu le rythme que j'avais avant, c'est aussi parce que je fais autre chose professionnellement que je saute moins. Mais ça me donne pas envie d'arrêter parce que j'estime avoir regardé avec honnêteté la réalité des risques que c'était et de les avoir acceptés. Et donc, les nouveaux facteurs de ma vie, comme la parentalité ou maintenant un métier différent, ne change pas cette analyse-là du fait que c'est OK de sauter en parachute. Trop bien. Mais bon, on verra. Ça se trouve dans 6 mois, j'accouche et je ferai « Ah non, plus jamais !» Non, c'est sûr que non. Ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est beau et je pense que j'ai hâte de découvrir ton livre et de voir un petit peu tout ce que tu as dans la tête. J'essaie de l'organiser correctement. Non, mais parce que c'est chouette, tu nous as partagé, tu as été très généreuse, tu as apporté beaucoup de valeurs, beaucoup de conseils, toi, ton rapport à tout ça, à l'expérience de la vie, etc. C'est hyper intéressant, donc je pense que tu as plein de choses chouettes à transmettre, donc merci pour ça en tout cas. Ben merci de m'avoir invité, c'est un vrai plaisir. Oui, merci de débarquer Domiti. dans le wagon, dans le wagon bar. Merci beaucoup Domiti pour ton temps et puis hâte de suivre la suite de tes aventures. Merci Sandra, à bientôt. Salut. Ciao.